J'ai 15 ans en 1984, lorsque décède mon arrière-grand-père Marcel. Très attaché à lui, je sais depuis toute petite qu'il a été prisonnier et qu'il s'est battu dans une certaine guerre. J'apprends plus tard qu'il a adhéré au Parti communiste en 1934, qu'il devait partir en Allemagne en 1943, qu'il a été franc-tireur partisan au plateau des Glières et qu'il est aussi cité dans quelques livres. J'apprends que ma grand-mère avait 17 ans et qu'elle a été arrêtée et interrogée par la Gestapo en février 1944. 17 ans. Elle est née de 5 enfants, dont un petit frère qui meurt en 1941, alors que ses parents sont tous deux prisonniers. J'apprends alors que c'est ça la guerre. J'apprends aussi que les hommes dont faisait partie mon arrière-grand-père avaient, eux, choisi de vivre libre ou mourir. Nous sommes en 2004. Mon arrière-grand-père aurait 100 ans cette année. Touché profondément par les événements de notre actualité, pressentant que la chose immonde, comme l'a nommé Brecht, est à nos portes, que tout peut recommencer, que tout a déjà recommencé ailleurs, je décide de partir à la recherche de l'histoire de la résistance et de celle de ma famille, afin de comprendre, d'agir et de faire entendre. On me parle alors d'un livre écrit par un ancien résistant FTP, toujours vivant et ami de mon arrière-grand-père. En partant sur les traces de ma famille, j'ai rencontré un homme franc, sensible, honnête, bienveillant, engagé et vivant, un homme rare, un passeur d'espoir, qui donne envie de croire qu'un jour l'humanité aura raison des guerres qui tuent les enfants. Cet homme s'appelle Constant. L'afflux des réfractaires dans le département est un phénomène qui prend chaque jour plus d'ampleur et nous nous sentons de plus en plus concernés. Nous participons avec l'un de mes camarades à des collectes de vivres, de pommes de terre et de blé. C'est dans le mois de juin 1943 que mon contingent est appelé au chantier de jeunesse. J'ai alors 19 ans et demi et je suis affectée dans le sud-ouest. Les maquis, eux, sont en train de se constituer ici. Je décide de quitter mon emploi. Les fenaisons vont commencer et je ne manquerai pas de travail. Dans l'immédiat, je vais voir le maire de ma commune d'origine et je lui dis « À partir de maintenant, je suis cultivateur, alors faites le certificat nécessaire. » Je ne reviendrai aux ponts et chaussées que 3 ans plus tard. Dans le département, qui était un département de la zone non occupée, la résistance a commencé dès 1940, il y a eu, mais elle était très secrète, elle était très ténue, en quelque sorte. Et les années 40, 41, voire 42, elle a continué à s'organiser. Elle se manifestait en particulier par la propagande, par des tracts, mais il n'y avait pas encore de maquis. Par contre, la répression de Vichy existait dans le département. On arrêtait tous les républicains, on arrêtait tous les antifascistes, on arrêtait tous ceux qui ne plaisaient pas au gouvernement. Mais la rupture se passe en... On va essayer d'aller quand même... La rupture se passe en novembre 1942, avec l'invasion, le débarquement en Afrique du Nord, l'invasion de la zone non occupée par les Allemands, et puis l'occupation ici des Italiens. Et puis alors, ce qui a modifié complètement la situation, c'est finalement la création du STO, du service du travail obligatoire par Vichy, qui devait faire déporter des millions de jeunes Français en Allemagne et que beaucoup ont refusé. Ils ont commencé à venir dans les départements comme la Haute-Savoie, comme dans d'autres départements de montagne d'ailleurs, à partir du mois de mars-avril 1943. Et c'est par centaines qui sont arrivés. Alors la résistance, qui jusqu'à maintenant était quand même des réseaux très secrets, des réseaux qui étaient très protégés, s'est trouvée dans une situation complètement nouvelle, d'un véritable mouvement de masse. Et nous qui n'étions pas encore embrigadés, pas encore inscrits dans des mouvements de résistance, on était concernés par le problème. Il a fallu ravitailler, il a fallu mener des jeunes dans les régions comme Glières, par exemple. Les premiers groupes se sont constitués dans des coins comme Glières, comme partout en Haute-Savoie, il y en a eu d'autres d'ailleurs, avec des jeunes réfractaires qui essayaient de fuir la police.
Alors c'est là où vraiment la résistance va changer complètement de forme. Et au tout cours de l'année 43, les choses vont évoluer très rapidement. Parallèlement à ça, la résistance se réorganise, en particulier par la création d'un dispositif qui couvre l'ensemble du territoire. Les FTP créent des compagnies, et on va en créer une quinzaine dans le département, de compagnies de résistants qui restent dans leur domicile, qui restent dans la mesure du possible dans la légalité, mais qui vont participer à la résistance. FTP, c'est francs-tireurs, partisans? FTP, c'est francs-tireurs et partisans. Ça a toujours été, dès le début d'ailleurs, depuis, disons, novembre 41, ce sont les FTPF, francs-tireurs et partisans français. Mais dans le langage courant, on employait beaucoup plus souvent le terme FTP qu'FTPF. L'AS était créée depuis le début 43, effectivement. C'était donc autre chose que les réseaux. Les réseaux avant, c'était combat, qui continuent à subsister d'ailleurs. C'est très complexe tout ça, parce que l'armée secrète, c'est en quelque sorte l'expression armée de tous ces maquis, comme les FTP sont l'expression armée du Front National de l'époque et des mouvements communistes tels que l'OS et autres. Voilà. Donc le groupement du Glières commence à se constituer à partir de la fin du mois de janvier. Et lorsque nous arrivons, tiens, il y a exactement 60 ans aujourd'hui, c'est-à-dire le 3 mars, nous sommes 45 FTP. Un groupe a rejoint le plateau quelques jours avant, c'est le groupe Liberté Chérie qui représentait environ 30 combattants. 30 et 45, 75, voilà. Et puis en plus, il y avait les républicains espagnols qui, eux, avaient été plus ou moins, d'ailleurs, ils avaient rejoint les groupes de l'AS et ils étaient intégrés au dispositif de Glières. Et toi, tu disais, tu es arrivé il y a 60 ans exactement aujourd'hui? Exactement, le 3 mars. D'accord. Et comment s'est fait cette montée au Glières, l'arrivée au Glières? Ah ben c'était lorsque la décision a été prise, parce que j'avais donc intégré un groupe de 45 hommes, c'était le groupe Francky, qui circulait entre le Salève et le contrefort là, du plateau de Glières. Et finalement, la décision a été prise de monter à Glières pour des questions de ravitaillement d'abord, parce qu'on avait des problèmes de munitions qui étaient de plus en plus difficiles à résoudre. Et puis on était quand même harcelé par des centaines et des centaines de GMR. GMR, c'est... Groupe mobile de réserve, c'est une formation de répression qui avait été organisée par Vichy pour combattre le maquis. Ils étaient formés en compagnie, en groupe, groupe mobile de réserve. Et alors on a décidé de monter à Glières, donc on est parti du plateau le plateau des Bornes. Il y a le plateau des Bornes d'un côté et le plateau de Glières, c'est ça, hein. Plateau des Bornes du côté de Groisy, et on a marché toute la nuit pour arriver effectivement au petit jour ici. Mais on ne pouvait pas monter à Glières, qui était déjà occupé par des groupes armés, comme ça, sans se faire reconnaître. Alors on a attendu la possibilité d'envoyer un messager. Et puis on a été accueillis ici, donc, dans la matinée du 3, et il neigeait. Il neigeait et il faisait froid, bien sûr. Et là, on a été accueillis assez vite par Tom Morel. Tom Morel. Voilà. Qui nous a, évidemment, son attitude a été remarquable. Son attitude accueillante, d'ailleurs, très, très nette, très claire, a été vraiment, vraiment remarquable. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que finalement, on a décidé de rester. Il a été très clair dans ses propos. Oui, tu m'as déjà beaucoup parlé de l'estime que tu avais pour lui. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Mais on peut peut-être en parler déjà maintenant. Hein. Volontiers. Oui. Parce que bon, c'était notre première rencontre et Tom Morel nous a manifesté le plaisir qu'il avait à nous voir arriver. On était 45, on n'était pas très présentable en ce sens que 45 hommes qui circulent comme ça dans la nature, mais on était très bien armés. Et il nous a complimenté sur nos armes. Ça, c'est quand même quelque chose qui marque pour un combattant. Et puis, il nous a dit, voilà, ici, c'est plus l'AS ou les FTP. On fait autre chose, on va constituer des noyaux de l'armée française, la nouvelle armée française, celle qui se bat en Italie. C'est son langage, ça.
Il nous dit quelque chose qui est assez, d'ailleurs, qui était assez un peu contradictoire peut-être, en nous disant on ne va pas rester ici. Non, c'était pas contradictoire, on ne va pas rester ici, mais on va descendre dans les vallées. Dès qu'on aura obtenu les parachutages qu'on attend, de très gros parachutages, puisqu'on devrait avoir de quoi armer 3000 hommes. Et dès qu'on aura ces parachutages, on ne restera pas là, on descendra dans les vallées, où là on engagera les combats de la libération pour libérer notre pays. Alors si vous décidez, ben, vous restez. On a réfléchi, ce qui nous gênait effectivement, c'est d'être plus FTP, mais enfin on était quand même, on avait déjà appris à faire avec les situations qui se succédaient très rapidement. On a dit, ben, on va rester finalement. Et puis l'attitude générale de Tom Morel, et qui a été renforcée d'ailleurs par en quelque sorte la confiance qu'il nous fait en nous disant, voilà, vous allez, il aurait pu nous disperser les 45 hommes du groupe dans les différents groupes AS qui étaient là. Il a dit, vous allez rester groupés ensemble et vous aurez à défendre une partie du secteur qui n'est pas encore, c'est-à-dire sur la face nord du plateau. Ce qu'il avait fait la veille, d'ailleurs, la veille, quelques jours avant, puisque je crois que c'est le 28, que Marcel Lamouille est monté avec le groupe de Liberté Chérie. Et finalement, on se retrouve dans la situation suivante, c'est que deux groupes FTP, côte à côte, défendent l'ensemble de la face nord du plateau. On est sur la face nord du dispositif de Glières, avec la roche Parnal, le col du Freux et le pas de la Truie qui est tenu justement par la Liberté Chérie. Et puis ici, le col de l'Enclave qui était tenu par le groupe Franqui. C'était les deux groupes FTP qui avaient la charge de défendre cette zone-là du plateau. Et c'est une marque de confiance qui a compté énormément dans l'estime qu'on a eue. Pour Tom Morel, un autre élément est venu renforcer l'estime qu'on avait pour lui, c'est que jusqu'à ce moment-là, les FTP étaient les seuls concernés par la lutte menée par les forces de Vichy. Elles ménageaient nettement l'AS et elles tapaient sur les FTP. Or, Tom Morel va attaquer les forces de Vichy, qui ont arrêté deux camarades de maquisards, qui faisaient partie d'ailleurs du service sanitaire, et qui refusaient de les rendre. Il avait délibérément, c'est à ce moment-là d'ailleurs, dans la deuxième opération, il a d'abord fait désarmer une trentaine de GMR, il leur a rendu, sur leur parole de libérer les prisonniers, il leur a rendu leurs armes, et la deuxième fois, dans la nuit du 9 au 10, eh bien, il a fait désarmer environ 70 GMR, et il a été tué au moment où il allait rentrer en pourparlers avec le commandant des GMR, le commandant Lefebvre, qui lui était c'était un des adjoints de Lelon, c'est-à-dire l'intendant des forces du maintien de l'ordre, et c'était non seulement un pétiniste, mais c'était un collabo, quoi. Ouais, c'est vraiment quelque chose qu'on a du mal à évaluer, c'est comment les hommes supportaient ça physiquement, parce qu'il y avait quand même une dureté permanente, oui. Ne serait-ce que du climat. Oui, oui. Ben, c'est-à-dire que ça nous paraissait normal, mais enfin, il faut reconnaître qu'on prenait tous autant que nous étions, on était donc répartis tout autour du plateau, sous forme de sections ou de compagnies, et on avait d'abord 24 heures sur 48 de garde aux positions, de garde aux armes automatiques qui étaient un peu partout défendant les passages. Là, c'était 24 heures de garde, et puis les 24 heures autres, qui étaient considérées comme du repos, ben, on faisait toutes les liaisons, y compris des liaisons avec le bas du plateau, parce qu'on n'a jamais été complètement coupé, en particulier pendant des jours et des jours, on remontait du ravitaillement qui arrivait au pied du plateau, que nos camarades de la résistance acheminaient. On a pendant 8 jours, par exemple, transporté 400 kilos de cartouches qui arrivaient du bas, quoi. Donc c'était très dur. On dormait jamais assez, et puis on avait quand même, on avait 20 ans, quoi, et moins de 20 ans, entre 18 et 20, 21, 22 ans, quoi. Et puis aussi, il y a une chose, c'est qu'on mangeait de moins en moins. Et justement, à cet âge-là, est-ce que vous arriviez à évaluer l'endroit où vous étiez, le contexte, et aussi tous les moyens qui étaient mis en place par Vichy pour anéantir la résistance FTP?
Ah bah oui, parce que d'abord on les voyait, et puis on était en contact avec la population. Et j'ai découvert comme ça que les liaisons, par exemple, dans la population, parce que les journaux, c'est pas eux qui racontaient ce qui se passait, hein, ils faisaient que de la propagande. Mais on avait découvert en quelque sorte les anciens moyens de communication des peuples dans le temps, dans un très lointaine histoire. Et par contre, chaque jour il y avait des liaisons, c'était les fruitières. Les fruitières, les gens apportaient leur lait. Et ils racontaient énormément tout ce qui se passait. C'est comme ça qu'on était au courant de tous les mouvements, effectivement, pas tous, mais qu'on avait une notion assez précise de l'évolution de nos ennemis et des opérations qu'ils engageaient. Ça nous permettait d'être au courant. Les Allemands et Vichy avaient interdit les balles. Les jeunes n'avaient jamais accepté cette véritable punition collective et les bals clandestins étaient devenus une pratique courante. Je ne sais pas qui a eu l'idée de faire pour Noël 43 un grand bal de la résistance. L'ambiance était joyeuse. Le boulanger du village nous avait fait cuire une fournée spéciale. C'est le lendemain, 25 décembre, que nous apprenons par la rumeur publique le massacre d'Aberlulin. Une colonne d'Allemands venant d'Annemasse avait investi le château où un groupe de jeunes s'était réuni pour Noël. Ils étaient sans armes. Les Allemands les ont massacrés à la mitraillette, arrosés d'essence, et ils ont mis le feu brûlant les corps dans l'incendie du château. Il est bien difficile d'exprimer ce que ce drame a suscité dans les esprits et les consciences. Mais nous venions de nous trouver confrontés à la réalité de la guerre que faisaient les nazis. Tu peux nous parler de ce fameux grand parachutage ? Qui sont venus ici, évidemment, ont vu le parachutage sur le terrain, c'est-à-dire entre 6 et 700 parachutes multicolores étendus sur la totalité du plateau. C'était quelque chose de magnifique. Alors, on sait que ça représentait 90 tonnes, entre 90 et 100 tonnes de matériel, qu'il y avait de quoi équiper 3000 hommes. Mais à l'époque, on atteignait peu à peu l'effectif maximum de glières. On a appris après, parce qu'on ne le savait pas, on a appris après, quand on a été dans les vallées, par la radio de Londres, qu'on était au maximum 465. Et est-ce que tu as des fois pensé, imaginé, quitter le plateau, abandonner la résistance? Est-ce que c'est des idées qui viennent à l'esprit quand on est là et qu'on est dans l'action? Ben non, j'avoue que non. Par contre, on a pensé longtemps, enfin surtout la dernière période, qu'il fallait qu'on quitte le plateau, mais avec le groupe, quoi. Mais j'ai jamais eu l'envie, évidemment, ça aurait été facile à réaliser, mais ça représentait quand même carrément une désertion, quoi. Et l'idée ne m'est jamais venue. On était là, on allait y rester. 12 mars, premier bombardement du plateau. 24 mars, bombardement par l'armée allemande. Attaque des miliciens au col des Auges. 24 et 25 mars, la Wehrmacht prend position autour du plateau. 26 mars, les Allemands attaquent. Les miliciens sont repoussés au col de l'enclave. À 22h, Anjou donne l'ordre de dispersion. 27 mars, les FTP de Champ-Laitier et Liberté Chérie font mouvement aux premières heures. 27 au 29 mars, les groupes et les isolés essayent de sortir de l'encerclement. Mai, début de la reconstitution des unités nouvelles de la résistance. 6 juin, débarquement allié en Normandie. 1er août, grand parachutage de la libération sur le plateau. 15 août, débarquement en Provence. 16 au 18 août, libération par les forces de la résistance des localités du département. 19 août, reddition de la garnison allemande d'Annecy. Libération complète de la Haute-Savoie. Tu peux me parler du jour de la libération aussi, le 19 août 1944 à Annecy? Le jour de la libération, ma compagnie était une compagnie qui était une compagnie constituée de jeunes en formation. Alors on se préparait d'ailleurs à intervenir à Annecy. On a eu la chance d'avoir pas été engagé dans les combats sanglants de Cluses, de Tenon, d'Annemasse. C'est une compagnie qui avait commencé à se constituer autour du 15 juillet. Alors on se préparait à descendre justement pour participer à la libération d'Annecy. Quand on a le matin du 19 août, on a appris que les Allemands avaient accepté la reddition sans condition. Alors on est arrivé le lendemain. Mais il y a beaucoup de compagnies comme les nôtres
qui prétendent avoir participé à la libération d'Annecy. En réalité, elle s'est faite d'ailleurs sans un coup de fusil. Il y a eu quand même 6 morts, 4 SS et 2 civils. Mais elle s'est faite d'une façon remarquable, parce que ce qu'on craignait, c'est qu'on ait des combats aussi sanglants que ceux qui avaient eu lieu à Cluses et à Thonon, et la libération d'Annecy aurait pu durer des semaines, avec des centaines de morts. Or, le commandement allemand a décidé de... La libération d'Annecy, elle s'est faite, moi je pense, dans les localités de Cluses, de Thonon, d'Annemasse. Parce que c'est là où toutes ces garnisons allemandes, qui étaient donc les points d'appui de l'armée allemande, ont été réduits, et après des combats qui ont duré à peu près 3 jours, eh bien le commandement allemand à Annecy a compris qu'il était d'abord abandonné par l'armée allemande, ils n'étaient pas sur une grande voie de repli, donc, et il a décidé la reddition sans condition. De la part du commandement allemand, je crois que c'était une décision sage qui nous a évité. Bon, la guerre n'était pas finie parce qu'elle était juste au bord du département, puisque dans les jours qui ont suivi, il y a eu les combats de Viry-Valéry qui ont été très violents et très sanglants. Parce que là, on s'approchait en quelque sorte de la voie de repli des Allemands, qui, par le Jura, permettait de se replier vers l'Alsace. Et alors bon, c'est comme ça que le département de la Haute-Savoie a été le premier département de la métropole libéré par les seules forces de la résistance. Et les Allemands, finalement, les forces de la résistance, c'était quoi à l'époque? Ben, disons la veille de la libération, c'était à cause des armes dont on disposait, c'était entre 3 et 4 000 hommes armés, les Allemands étaient 3 500. Le lendemain de la libération, avec la récupération des armes allemandes, on pouvait équiper 5 000 hommes, entre 5 et 6 000 hommes. Parce que le nombre de combattants armés a toujours été fonction des armes dont on disposait. Il y avait toujours plus de volontaires, en particulier c'était vrai à partir du 6 juin, où on a vu les volontaires affluer dans nos camps pour s'engager. À la libération aussi, parce que la guerre n'était pas finie. Alors, on a eu pendant cette guerre, assez curieusement, parce que nos camarades résistants italiens se sont battus un nombre plus que nous. Alors on avait, quand on était sur le front des Alpes, on avait des groupes de partisans italiens qui, souvent, quand ils étaient dans des positions extrêmement difficiles, ils passaient la frontière et ils venaient nous rejoindre. Après ils repassaient, mais moi je me suis trouvé avec des groupes de partisans valdôtains, par exemple. Je me rappelle de l'attaque du 31 mars au retour. Avec une compagnie, à côté de nous, il y a une compagnie de valdôtains. Alors c'est là où on a apprécié d'ailleurs les combattants, les partisans italiens qui se sont battus d'une façon très 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 dure. Alors c'est une liberté qui est difficile à conquérir parce qu'elle est fixée au sol, mais en même temps... C'est cette finesse qui m'enchante. Ce que vous faites là, dis donc, c'est formidable. Ce sera un personnage, et vous voyez que sa tête, ce sont des blocs de pierre, des blocs durs. Il y aura plusieurs personnages, ce seront les personnes qui n'ont rien voulu voir. Ah oui, ça existe ça. Ben oui, c'est encore maintenant. Encore maintenant, surtout encore maintenant. C'est pour ça que je trouve que c'est important d'avoir retravaillé sur ce sujet encore maintenant. Pour moi, c'est pas ressasser des choses anciennes, c'est toujours d'actualité. Alors ça va durer jusqu'au mois de décembre. Au mois de décembre, on nous ramène en Haute-Savoie pour effectivement, avec l'objectif de reconstituer les unités de l'armée régulière, les traditionnels, les bataillons de chasseurs alpins. Où là, encore là, c'est un argument qui n'est pas inutile de rappeler, on va constituer avec un bataillon AS et un bataillon FTP. Alors il y en a qui sont démobilisés, les camarades qui sont de certain âge, ceux qui sont chargés de famille, ceux qui ne veulent pas rester, après tout, ils partent chez eux. Et avec à peu près 1 millier de résistants, on va former un bataillon de 600 à 700 hommes qui va être le 27e bataillon de chasseurs alpins. Et cette fusion se fait dans des conditions remarquables, c'est-à-dire que moi, par exemple, je me trouve FTP avec mon frère,
dans une section entièrement constituée par des jeunes de l'AS. Ben, on va être fraternels et amis. Ça impliquait quoi d'être communiste à ce moment-là, d'avoir choisi d'être FTP? Oui, je pense à partir des années 34, où j'étais bien jeune, mais je m'intéressais déjà à la politique. Et je crois que d'abord, être communiste, c'était lutter contre le fascisme, qui était en train de devenir extrêmement dangereux. Et le fascisme, c'était aussi la guerre. C'était donc être contre le fascisme, être contre la guerre, être pour ce qu'on peut qualifier les valeurs républicaines, finalement la liberté. Je pense que c'était ça d'être communiste. Et ça va continuer d'ailleurs pendant pas mal de temps. Et puis après, bon, la résistance est arrivée, effectivement, et là aussi, ça a évolué dans le sens de... C'était certainement un des meilleurs moyens d'être résistant, de notre point de vue, bien entendu. Et qu'est-ce qui t'a fait, toi, choisir les FTP? Pourquoi tu as intégré les FTP? C'est-à-dire que moi, j'ai vécu quand même toute mon enfance dans un milieu de laïque, antifasciste, républicain. Donc, moi, c'était tout à fait normal. Et lorsque Vichy est arrivé, lorsque Vichy a été... Bon, tout de suite, notre réaction a été opposée à Vichy, parce que Vichy, c'était le fascisme français, c'était tout ça. En ce qui concerne la résistance, effectivement, c'était tout à fait normal que j'aille vers les FTP, c'est-à-dire cette résistance que les historiens cataloguent comme la résistance communiste, avec les communistes, les syndicalistes CGT. C'est tout à fait normal que j'aille vers ça. D'ailleurs, j'ai eu des sollicitations du côté de l'armée secrète. Disons, on peut presque dire, pas tout à fait en même temps, mais ça aurait été en même temps, ça ne changeait pas mon point de vue. Et je suis allé vers les FTP tout à fait normalement. Et pour en venir au livre que tu as écrit, puisque tu as écrit un livre qui relate ton vécu et ton expérience du maquis des Glières, pourquoi avoir écrit ce livre? Ben, c'était pas prévu à l'origine. Pas du tout prévu même à l'origine. Et puis, lorsque je suis revenu en Haute-Savoie, j'ai été confronté au problème de la mémoire et des souvenirs. J'ai été confronté d'abord par des gens qui commençaient à écrire sur la résistance. Ils venaient essayer d'interroger les gens qui, comme moi, avaient vécu cette période. Après la télévision, après tout ça. Et puis, finalement, je me suis rendu compte que je ne savais pas à l'origine que j'avais quand même beaucoup de choses à dire. Et j'ai fait une découverte sur la mémoire que je ne connaissais pas. Mais, par ailleurs, je me rendais compte qu'il n'était pas possible de m'exprimer. Et lorsque, par exemple, pour un reportage, on allait enregistrer pendant une journée, quand tout allait bien, j'en avais pour 1 minute et demie ou 3 minutes. Puis je me suis aperçu, après coup, que j'avais des choses à dire. Et c'est là où l'idée m'est venue, la nécessité m'est venue d'écrire ce livre, que j'ai écrit en 93-94. Et aujourd'hui, 3 mars 2004, quels sont tes espoirs à toi pour demain? Mes espoirs, je pense que de toute façon, la lutte qu'on a entreprise il y a longtemps, elle continue maintenant. Les objectifs de la résistance restent valables, à savoir la lutte contre le racisme et la lutte pour la paix aussi, parce que je n'ai pas parlé jusqu'à maintenant de la lutte pour la paix. Mais c'est important, c'était déjà ce qui nous motivait avant la guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale. Et actuellement, bon, ça subsiste, ces objectifs conservent toutes leurs valeurs. C'est pour ça que j'ai envie de parler de cette période remarquable aux jeunes enfants, aux étudiants, qui sont des futurs citoyens et citoyennes, ou qui réfléchissent et qui deviennent véritablement des citoyens et des citoyennes, c'est-à-dire des citoyens qui n'acceptent pas qu'on leur dicte leur conduite, mais qui décident de ce qu'ils doivent faire en toute conscience. Une semaine encore avant la fin de la guerre, vous étiez considérés résistants comme des terroristes. Oui, bien sûr, ou même jusqu'à la fin de la guerre. Ça peut être subsisté même un peu après.
Alors, ce terme terroriste que nous appliquaient les Allemands, Vichy, la milice, tout ça, bon, ça nous révoltait quand même parce que on n'avait pas l'impression d'être des terroristes. Mais on ne savait pas vraiment ce que c'était que le terrorisme tel qu'on l'a connu après. Alors, bon, ça nous révoltait, mais enfin, d'autre part, pour ma part, moi j'avais une certaine, pas une satisfaction, mais je me disais, la façon dont ils nous considèrent, s'ils nous appellent des terroristes, c'est qu'ils sont en partie terrorisés. Et l'action qu'on menait, elle était quand même aussi pour ça. Bon. Alors, étions-nous des terroristes? On n'avait pas l'impression d'être des terroristes, mais avec l'expérience qu'on a, en particulier dans la période actuelle, où on a vu se développer un nouveau terrorisme. Qu'est-ce que c'est que le terrorisme tel qu'on le voit maintenant? C'est l'assassinat sans discrimination d'enfants, de femmes, de civils, de gens innocents, à côté de d'autres, pour atteindre des objectifs qui sont... Bon. Et c'est une chose qu'on n'a jamais pratiquée pendant la guerre. On n'a pas d'exemple de cas d'attentats qui étaient dirigés contre des populations civiles ou des innocents. Nos attentats étaient ciblés. Ils étaient ciblés, effectivement, que les traîtres, les vichistes ou les Allemands étaient abattus, de façon, mais nos attentats étaient toujours ciblés, quels que soient d'ailleurs les groupes qui sont intervenus. Donc, on ne pouvait pas vraiment, nous n'étions pas des terroristes. Tu peux nous parler encore un peu de Vladimir et de Liberté Chérie? Oui. Ben, j'ai fait la connaissance de Vladimir à l'automne 1943. Et j'ai fait sa connaissance au moment où, justement, Vladimir était un ancien du groupe Simon, du groupe AS Simon. Il faut dire que, évidemment, raconter l'histoire de Vladimir, ça risque d'être fort long. Mais il avait rejoint le groupe Simon lorsqu'il est rentré en France, revenant de Suisse, courant 1943. Et ça lui plaisait comme demi. Et finalement, il a réussi à trouver la possibilité de rejoindre Liberté Chérie, qui était à l'époque en formation. On connaissait l'existence, bien qu'on n'ait pas des rapports. Ces groupes, en particulier les groupes les uns par rapport aux autres, on n'avait pas des liaisons très, très fréquentes. Et ils itinéraient dans la montagne, ils itinéraient dans les villages, il y avait les opérations qu'ils menaient. Et au hasard d'une opération, on pouvait se rencontrer. C'est ce qui va se produire d'ailleurs une fois ou deux avec Liberté Chérie. Mais je rencontre Vladimir, et là il se trouve que Vladimir commence à parler avec moi. Alors on se voyait régulièrement parce qu'à l'époque il était encore en traitement, il descendait régulièrement à l'hôpital de La Roche. Et là j'avais l'occasion de le voir, et disons qu'il y a une certaine sympathie. Je ne sais pas encore comment et pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi Vladimir a parlé si longtemps avec moi, si souvent avec moi, peut-être parce que je l'écoutais. Et puis disons qu'on a entretenu pendant tout l'automne 1943 des relations aussi suivies que possible, c'est-à-dire que quand il avait l'occasion, il me faisait prévenir où il venait, et on discutait. Par lui, j'ai connu un peu mieux d'ailleurs Liberté Chérie. Il m'a donné son opinion sur le chef de Liberté Chérie à l'époque, qui était donc Marcel Lamouille. Mon arrière-grand-père. Hein? Mon arrière-grand-père. Ton arrière-grand-père, oui. C'est ça, voilà. Ton arrière-grand-père, et il avait une grande estime pour lui. Ça a continué comme ça, on s'est rencontrés quand même. Mais la fois où finalement on s'est rencontrés, la dernière fois où on s'est rencontrés avec Liberté Chérie, c'est le 2 février. Je m'en vais retrouver ton arrière-grand-père, en particulier sur le plateau des Bornes, du côté de Montanex-en-Borne, où le Liberté Chérie et les Espagnols ont constitué l'ossature de cette nouvelle compagnie qu'on a constituée à l'époque, la compagnie FTP 93-17. Et est-ce que tu penses que c'est parce qu'il était FTP communiste que mon arrière-grand-père a été persécuté pendant encore 40 ans après la guerre? Certainement. C'est même pour ça, parce qu'autrement, on ne pouvait pas lui reprocher quoi que ce soit. Puisque finalement,
Il a été communiste à partir de 1934, justement. Il a été conditionné par la montée des événements et puis par ses convictions, c'est évident. Il a été arrêté parce qu'il était communiste, tout simplement. Il a été arrêté en avril 1940 parce qu'il était communiste. Alors après, la suite, bon, on a tous subi, après la guerre en particulier, une pression qui provenait effectivement de la guerre froide, je pense à partir des années 1947. Et ton arrière-grand-père a été dans une situation particulière. Je crois que ce qui a déclenché à son égard cette véritable persécution injuste, d'ailleurs, c'est le livre de Truffi. Comment est-ce qu'un livre peut-il arriver à une telle situation? Ben, le livre de Truffi, qui a été fait par Truffi après la guerre, ça représentait exactement l'idéal de ce que recherchaient les négateurs de la résistance, les champions finalement de la guerre froide, et qui luttaient contre les communistes, bien entendu, et par voie de conséquence contre les FDP. La vie a gagné, bien sûr. Merci. Merci. Merci à vous d'ailleurs. Non, merci à toi. Sincèrement. Je suis très content, écoute. Ben, moi aussi. C'est une belle rencontre. Eh oui. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que je suis optimiste dans la vie. C'est qu'il y a toujours quelque chose de bon qui nous arrive. Alors tu vois. Et ça en est une. Marcel s'évade le 28 mars 1943 avec 14 camarades. Après avoir participé à la formation d'un maquis dans la région de Bogève, il prend le commandement d'un groupe FTP, Liberté Chérie, qui va rejoindre les Glières dès février 1943. Au début du mois de juin 1944, le groupe va constituer avec les Espagnols le noyau de la compagnie 93-17 et participer à la libération d'Annecy et aux combats violents de Viry et Valéry. Il nous faut revenir quelque temps en arrière. Dès février 1944, lorsque les maquisards ne peuvent être capturés, ce sont les familles qui subissent les sévices des forces du maintien de l'ordre et des Allemands. Léa Lamouille, assignée alors à résidence, après la prison, et sa fille Lucienne, âgée de 17 ans, sont arrêtées et interrogées au PC des Allemands au Petit Bornand. Elles sont livrées dès le lendemain à la milice qui les emmène au PC de Lelon, et elles seront ensuite détenues à Saint-François, une école annoncienne transformée en prison par la Gestapo. Pendant la guerre, il m'est arrivé de penser souvent à mes camarades pères de famille. Mais il m'a fallu être à mon tour père pour comprendre. Non, mais quand on pense, écoute, tu te rends compte, ils arrêtent Marcel, il a 5 enfants, dont 2 jumeaux qui viennent de mourir. Il a 37 ans. On l'appelle sous les drapeaux. Mais là, c'est pas possible, c'est encore une vacherie supplémentaire. On n'arrête pas, on l'appelle sous les drapeaux. Il se rend à l'appel que... Finalement. Et là, dès qu'il arrive à Grenoble, on le met en détention et il va y rester jusqu'à la fin de... Ah, il y a des bons moments dans les chantiers. Non, c'est pas possible. Tu te rends compte, cet homme qui avait toute sa famille qui était derrière lui, 5 enfants, sa femme, et il savait que sa femme avait été arrêtée et condamnée à 6 mois de prison. C'est pas possible. C'est inimaginable une chose comme ça, quoi. Comment il... Et malgré tout ça, il a été sujet pendant je ne sais combien d'années derrière de diffamation. Ben oui, jusqu'à maintenant, dans son histoire, tout est normal. Tout est normal. Donc,
c'est un citoyen comme un autre, qui n'a pas de responsabilité politique particulière d'ailleurs, qui fait la guerre, qui se bat courageusement avec ces hommes, qui ne quittera jamais d'ailleurs, tout se passe bien, jusqu'au moment où l'abbé Truffy revient de captivité. Enfin, oui, de captivité. Il revient d'Allemagne. Et là, l'abbé Truffy, une déclaration en disant « je ne parlerai pas », semble-t-il, il prétend venir d'un camp de concentration, mais il ne veut pas parler des camps de concentration, il ne veut pas parler des camps d'extermination, parce qu'il dit « c'est pas bien de parler toujours des griefs qu'on a contre nos ennemis, il faut les ignorer », d'une façon très chrétienne, n'est-ce pas? Par contre, alors ce qu'il fait, il va se lancer contre Liberté Chérie, ce groupe de tueurs, de bandits, d'assassins, de terroristes, et Marcel Lamouille. Il va écrire un petit livre qui s'appelle Les mémoires de l'abbé Truffy, curé du Maquis. Ce petit livre est diffusé, il y a, je crois, 150 pages, quelque chose comme ça, et il fait scandale. Il fait scandale surtout chez les résistants, qui finalement décident de réunir un jury groupant des résistants, des camarades de l'AS et du FTP, où là, finalement, ils arrivent à persuader l'abbé Truffy qu'il faut qu'il retire son livre, et ce qu'il accepte. Entre-temps, il a quand même plus ou moins été diffusé, il a été diffusé à quelques milliers d'exemplaires, quoi. Et les choses en restent là, jusqu'au moment où on va s'apercevoir que ces fameux négateurs, parce qu'entre-temps est arrivé effectivement le début de la guerre froide, et les négateurs recherchent et trouvent difficilement quelque chose qui leur plaise autant que le livre de l'abbé Truffy. Le premier, c'est un Britannique, un Américain d'origine britannique, c'est Byrd, qui va écrire Le Bataillon secret. Bataillon secret, il reprend les lettres, textuellement les mots de l'abbé Truffy, et il va les arranger, il va les parer, il va ramener des... Ça risque d'être un peu long, toute cette histoire, hein, mais c'est quand même, elle vaut quand même la peine. Il va les parer d'un peu d'idées de son goût, enfin plutôt il va la parer de... Par exemple, il explique comment Tom Morel et deux de ses lieutenants égorgent 2 GMR, et là c'est des gens de la S, attention, mais lui il ne fait pas tellement dans la nuance, le Byrd. Et ce livre, il fait fortune aux États-Unis, et il va être traduit en français. Et en français, il échappe un peu à notre vigilance, parce qu'on le découvre 3 mois après son édition. Or, 3 mois, c'est le délai légal pour intervenir. Donc, le bouquin de Byrd, il va pouvoir se développer. Oh, ça va s'arrêter un peu là-dessus, mais ça va être pris en particulier par... ce qui se passe, c'est que l'abbé Truffy avait décidé d'arrêter la publication de son livre, mais il meurt. Et son frère essaye d'utiliser le livre pour son bénéfice personnel, et il fait une réédition. Cette réédition va faire l'objet d'un procès au tribunal. Et l'éditeur va être condamné. Il va être condamné à retirer la plupart dans le livre de Truffy, il y a quand même énormément de chapitres qui sont condamnés comme étant une calomnie, il faut qu'il retire, donc l'édition est arrêtée. Alors, elle va être prise par des publications comme Historia, j'ai pas en mémoire tous les... Mais on en arrive finalement à, disons, la dernière séquence, c'est l'affaire de Pierre Vial, qui en 93, c'est juste à la veille du 50e anniversaire de Glières, qui en 93 va publier un livre qui s'appelle, je crois, Le sang des Glières. Alors tout à fait dans la veine de Byrd et des autres, c'est-à-dire qu'il reprend le livre de l'abbé Truffy, et puis il va l'arranger, un peu, il va le romancer un petit peu, et il va publier son livre en 93. Et il se dit historien, ce monsieur. Alors, oui, Pierre Vial est historien, il est universitaire, il est professeur d'histoire, et il est professeur à Lyon. Et finalement, c'est la publication, cette nouvelle publication du bouquin de Pierre Vial, qui reprend effectivement les termes de l'abbé Truffy,
Et provoque effectivement la réaction, notre réaction à nous, les résistants, et la réaction aussi de la famille Lamouille, qui se sent diffamée et qui engage un procès auquel on va participer. Au procès, d'ailleurs, on pourra voir par exemple Maître Gollnisch, avocat, qui est actuellement donc le responsable du Front National dans la région, et qui est devenu responsable au niveau national, va venir apporter son appui à Pierre Vial. De toute façon, ils n'arrivent quand même pas à démontrer qu'ils ont raison, bien entendu, bien au contraire. La seule, finalement, la seule défense efficace qu'ils vont présenter, c'est qu'ils ne savaient pas qu'en attaquant la mémoire de Marcel Lamouille, qui est mort, il est décédé à ce moment-là, ils mettaient en cause finalement l'honorabilité de la famille. Parce qu'ils ne savaient pas, l'historien ne savait pas, que Marcel Lamouille avait une famille très nombreuse dans la région de Petit-Bornand. Ça donne une idée d'ailleurs de la façon dont il a fait son étude. Il a fait son étude dans le livre de Truffy, point final. Ça ne lui a pas coûté beaucoup de peine. Et c'est pour ça qu'il était aussi important pour toi, dans la nouvelle édition de ton bouquin, de faire un chapitre sur Marcel. Bien sûr, dans la première édition, justement au moment de la première édition, le procès Vial était en cours. Et j'ai pas voulu compliquer la situation, parce que quand un procès est il faut faire très attention à ce qu'on dit. Bon, sans pouvoir juger exactement quelles pouvaient être les conséquences, je n'en ai pas parlé. Mais à la deuxième édition, le procès était terminé. Et là, j'ai souhaité vraiment, parce que moi, je suis profondément touché par l'injustice qu'a subi Marcel, mon camarade, et puis sa famille. C'est une injustice incroyable contre laquelle je suis obligé de me battre, que je me battrai tout le temps jusqu'au bout. Ça, c'est Vichy, ça. Ah oui, parce que dans la première séquence, les Allemands ne sont pas concernés. C'est Vichy. Donc gouvernement français. Le gouvernement français, et y compris la République. Alors on était républicains, bordel. Tu te rends compte? Et la République, voilà ce qu'elle nous fait, la République. Mon père, il est devenu enragé, tu vois. Il était près de sa mort, mais il devenait enragé. Comment veux-tu qu'on soit pas résistant après ça? Mon père, il est mort en 41, 4 janvier 41, il m'a dit, tu sais, on va vers des... C'est pas possible ce qui nous arrive. On aura les pires calamités avec Pétain. C'est un fasciste, c'est un tueur, c'est un salaud. Il a eu le temps de me dire ça avant de mourir. Et ce qui est douloureux pour moi, c'est qu'on n'ait pas réussi à empêcher ça. Qu'on n'ait pas réussi à empêcher les crimes qui ont été commis. Bon. Et il faut quand même qu'on en parle, parce que c'est absolument nécessaire, parce que tu as raison, ça peut recommencer. Bien sûr, c'est aux portes. C'est aux portes. Oui, quand je parle avec des jeunes enfants maintenant, je leur dis, vous savez, si un jour vous avez envie d'écrire ce que vous avez envie, faites-le. Parce que vous vous apercevrez que c'est une expérience incroyable. Et comment on parle justement de la guerre aux enfants? Ah, oui, voilà une question. La première fois où j'ai été... Oui, aussi. Là, quand on m'a demandé d'aller parler de la guerre aux enfants, la première fois, j'ai dit, mais comment est-ce que je m'en vais faire? Comment est-ce que je m'en vais faire? C'est pas possible. Alors j'ai une classe, j'ai 27 garçons, 28 je crois, garçons et filles, qui avaient passé d'ailleurs 2 jours sur le plateau. Je commence à leur parler de la guerre et c'était tellement difficile pour moi. Je commence à leur parler de la guerre en 1939, en 1940. Je devais être encore en Pologne, j'explique, pendant la guerre 1939, quand ils ont commencé à s'endormir. Et là, en 10 minutes, ils se sont tous endormis. Cette histoire, elle passionne une de mes petites filles, elle a voulu absolument que je la raconte dans sa classe. Et en descendant de l'hier, je me suis dit, mais c'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Et puis après, les choses sont venues parce que, d'abord, je me suis aperçu que les enfants pouvaient... Bon, j'évite évidemment toutes les scènes,
l'horreur de la guerre, parce que je ne suis pas capable de leur parler de ces choses-là, mais ils comprennent très bien, et les questions qu'ils posent, elles sont extrêmement judicieuses. Comment est-ce qu'on vivait? Qu'est-ce que c'est que la peur? Qu'est-ce que c'est? Et maintenant, j'ai le contact avec les enfants. Il y a quelque temps, j'ai passé avec une classe à Père-Jussy, j'ai passé un après-midi absolument formidable. Eh bien, et maintenant, on s'explique, on se parle, on se comprend. Et bon, ma peur de parler de la guerre aux enfants a disparu. Il y a des choses que je peux difficilement leur dire. Par exemple, il m'est arrivé l'aventure suivante. J'ai de la difficulté à en parler. Une petite fille me pose la question, elle me dit, est-ce qu'on tuait des enfants pendant la guerre? L'émotion, j'ai dit, mais non. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux parler de Glières? Oui. Ah ben je dis non, Glières, non, c'est pas vrai non plus. Et puis, ben, c'était pas possible, je pouvais pas répondre autrement. Alors après, je leur ai écrit, j'aurais dit, écoutez, tu m'as posé une question, j'ai pas pu te répondre, parce que c'est trop horrible, parce qu'on tue des enfants pendant la guerre, on en tue des milliers. On en tue des milliers, on les tue sous les bombardements, et puis on les assassine. Et je pouvais pas te le dire, alors voilà, je l'ai écrit. Et est-ce que tu crois que c'est ces horreurs-là qui ont fait qu'aussi mon arrière-grand-père n'a jamais voulu nous en parler, ou a toujours évité d'en parler? Probable. C'est probable. C'est probable parce qu'il faut, pour pouvoir communiquer, même avec sa famille, c'est peut-être encore plus difficile. Parce que, bon, moi, j'ai pas tellement raconté la guerre à mon fils, par exemple. C'est ma mère qui lui a raconté, sa grand-mère, où là, ils se sont racontés tout ce qu'ils ont voulu. Mais avec sa famille, c'est difficile. Mais avec des enfants, par exemple, j'explique mes difficultés que j'ai eues au début pour trouver le contact avec les enfants. Ben, il faut avoir finalement une certaine habitude, il faut avoir fait pour y arriver. Parce que c'est quand même très difficile de parler de la guerre. Or, quand on en parle avec eux, on s'aperçoit qu'ils posent les vraies questions. Petite fille qui dit, mais enfin, si on arrêtait de fabriquer des armes, elle a 8 ans. Bon, eh ben, elle a tout trouvé. Et c'est ça qui me passionne. Je ne vous raconte pas des histoires d'anciens combattants parce que je suis un ancien combattant. Et pour vous parler, ce que je voudrais, c'est que vous deveniez des citoyens. Qu'est-ce que c'est qu'un citoyen? Une citoyenne, eh ben, c'est quelqu'un qui n'accepte jamais qu'on lui dicte sa volonté, qui veut prendre en main sa destinée dans toute la mesure, même si ça peut lui coûter la vie. Voilà, c'est pour ça que je